crois que je peux, je ne sais pas si je dois, j'ai peur. J'ai peur, franchement, moi, de répondre à ce genre de questions, parce qu'il y a un tel consensus contre moi que j'ai peur d'y faire brèche. Mais comme on est là, après tout, pas loin de la tombe de Rousseau, dont la devise était de suspendre sa vie au vrai, je vais essayer de faire dépendre ma vie de la vérité. Non, non, mais j'ai l'air de persifler, mais l'enjeu est énorme. Parce que le consensus dont tu parles s'étale sur un spectre qui va de Soral, par exemple, où il est une certaine extrême droite, à Lourdon. Lourdon, c'est le contraire, hein. Lourdon, mais l'esprit. Alors à l'opposé de la droite, il y a encore plus de l'extrême droite, bien sûr, qui prend des positions courageuses et que je salue en politique étrangère, quand il ne reconnaît pas le traité européen ou quand il le condamne, quand il veut imposer, bref, le capital. Mais ce même Lourdon, justement, a tiqué quand il a lu Gluskar, ce passage sur la consommation comme par hasard, comme quoi c'est bien le point faible. Et il dit, allez, avouez, Gluskar, vous avez beau faire des contorsions, que finalement, la classe ouvrière est passée à table dans les années 60, et plus que pour un plat de lentilles, avec l'évolution du niveau de vie. C'est là que Gluskar intervient, que c'est une vraie révélation. Parce que dans le capitalisme de la séduction, qui est celui de ses livres qui a eu le plus gros succès, enfin, en matière de tirage et lectorat, et qu'il a eu la gentillesse de me dédier, quand il me le dédie en disant à Dominique Pagani, à qui ce livre doit beaucoup, je précise qu'il ne se rend pas justice. Je l'ai un peu éclairé, il m'a énormément apporté sur la culture populaire, je l'ai un peu éclairé sur les points de culture musicale. Ça se voit dans son chapitre sur la sono, c'est le strict point, lui il me doit, encore c'est un mot beaucoup dire, quelque chose de nos échanges. Je lui dois tellement plus, à savoir une distinction qu'il est le seul à faire intervenir à l'époque et qui répond à ta question, qui est la clé à mon avis pour y répondre. La distinction qu'il fait, qu'il est le seul à faire jusqu'à aujourd'hui, personne avant lui et personne depuis qu'à creuser, entre les biens de consommation et les biens d'équipement. Et est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la consommation du champagne acheté par Berlusconi pour arroser le corps de la nana à une cérémonie, comment ça s'appelle, Bunga Bunga, je crois. J'essaie de me tenir au courant. Voilà, la consommation de ce champagne-là est-elle du même ordre que celle du mineur du Pas-de-Calais qui, à 1 an de la retraite, grande victoire, je ne suis pas mort de la silicose, je suis à 1 an de la retraite, s'achète sa première télécouleur et qui est désigné par Cohn-Bendit et ses accoulés 68 comme un sale intégré, embourgeoisé, consommateur, perdu pour la cause révolutionnaire, ben voyons. C'est pour m'insurger contre cette forfaiture sociale, contre ce discours anti-consumériste de la part de ceux qui en consomment le plus. Je suis sûr, par exemple, pour ce qui est du problème de l'eau, qui est pourtant plus important pour moi que celui de la couche de carbone, peut-être parce que j'ai vécu longtemps au sud du Sahara, je sais pas. Mais le problème de l'eau, qui est vraiment un débourrement mental et humain capital, je veux dire, je suis sûr que Nicolas Hulot, dans les hôtels où il passe et dans les jacuzzis, il y souhaite, hein, moi je suis pas du tout. Mais consomme beaucoup plus d'eau que moi, comparablement. Donc, je veux dire, de la part de ceux qui consomment le plus, cette condamnation du timide accès de la classe les plus exploitée aux premiers éléments de consommation de masse auxquels il a droit, Gluskar fait une analyse très fine en montrant qu'il y a d'abord, je réponds précisément à ta question grâce à lui maintenant, voilà la séquence, des biens d'équipement collectif. Les égouts, les trucs de gaz, quand on se promène sur une rue dans Paris, il faut voir ce que c'est que le fonctionnement d'une grande ville en termes d'équipement. Je parle de l'invisible, là, qu'on ne voit jamais, de millions de personnes qui travaillent pour nous, là, dans le silence, la voirie, etc. Il suffit qu'il y ait une grève des éboueurs pendant quelques jours pour qu'on voit tout d'un coup, quand tout ça s'arrête, à quel point c'est important. Et donc, les biens d'équipement collectif, les routes, les canaux, l'aménagement du territoire. Après, les biens de consommation des ménages, une deuxième étape. Alors là, c'est effectivement la machine à laver, le frigidaire. Mais comme dit admirablement Gluskar, on ne consomme pas un frigidaire, mais ce qu'il y a dedans. S'il n'y avait pas la machine à laver, la femme ne pourrait pas aller bosser. Car le bagne des femmes, pendant des années, ça n'a pas été la vaisselle, c'est une plaisanterie de blague, ça. La corvée de la vaisselle, c'est rien. La lessive, c'est épouvantable. En hiver, aller faire le linge, la buanderie, les mains rougies par le froid. Heureusement qu'il ne la faisait pas trop souvent, dans certaines régions, même une fois par an. Hein. Et après, pas très loin de chez vous, je crois, de la Haute-Marne, on faisait sécher ça dans les Vosges, du linge séché sur pré, comme on dit. Et voilà, c'était épouvantable, la machine à laver, la fin de cet esclavage. C'est un équipement qui libère en plus, qui est même un intérêt capitalistique,
qui libère la femme qui était astreinte aux tâches du ménage pour aller à l'usine. Comme mettre sur le même pied, avec le même mot consommation, des choses aussi différentes, c'est un pouvoir de café. Et Gluskar dit que non seulement, c'est pas vrai qu'on consomme trop aujourd'hui, d'abord qui est ce on, il y en a qui aimeraient bien consommer un peu plus, et il va jusqu'à dire que la majorité de la population est très en dessous de ce qu'on devrait et pourrait consommer, ce qu'on pourrait et donc devrait consommer, si on le mesure non pas par rapport à une hypothétique référence passée, c'est sûr par rapport à ma grand-mère corse qui extasiée faisait on-off avec le bouton d'électricité n'en revenant pas que la lumière revienne à chaque fois, et s'éteigne sous sa commande, on ne va pas dire que c'est un luxe aujourd'hui d'avoir le courant. Mais donc on mesure une consommation excessive. Quand est-ce que commence le trop? Voilà, pour répondre exactement à ta question. On le mesure par rapport à ce que permet les forces productives, pour parler en termes marxistes, de l'époque que je vis. La voiture était un luxe fabuleux dans les premières automobiles, d'accord? C'est quelque chose maintenant qu'on retrouve avec une extension populaire considérable. Et là aussi d'ailleurs parce que c'est devenu un équipement. La plupart du temps, la plupart des heures passées en voiture par les franciliens, c'est pour aller au boulot ou pour en revenir, ou pour faire des courses pendant le week-end. Il y a aussi cet espace de liberté d'aller se balader avec la famille dans les paysages de la douce France, voilà. Mais donc des biens d'équipement collectif, aux biens d'équipement des ménages, à la consommation qu'il appelle ludique, marginale, libidinale, qui est celle qui est réservée à une classe privilégiée, non, celle-là, la classe ouvrière n'y a pas eu accès. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu scandaleux ce que je dis. Non seulement nous ne consommons pas trop, mais je maintiens que nous ne consommons pas assez, bien sûr. Tous ces termes-là sont idiots. Maintenant, je redeviens philosophe, au sens strict, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle ici la consommation. Il est évident qu'on consomme trop de nos jours, tout milieu compris, de ceci et pas assez de cela. Donc, il y a un terme tabou qui est celui de plan. Si on veut vraiment en finir avec ça et décider que c'est cette production-là qui va être encouragée au détriment de celle-ci, qui devrait même plutôt diminuer, pourquoi pas être décroissant dans certains domaines parasites, moi ça ne me dérange pas, hein. Mais la décroissance généralisée, ça, on voit bien où est l'arnaque. Je constate que les écolos, les deep écolos, comme on dit, les plus radicaux, qui sont carrément pour une décroissance, et le patronat ont cette complicité objective. C'est la grève de l'investissement. C'est la cause principale de la crise que nous vivons en termes financiers, c'est que ça fait 40 ans que le patronat n'investit plus. Ça ne vaut pas le coup d'investir dans un pays où de hautes luttes ont été conquis des droits, où les salaires ne sont pas ceux du Bangladesh. Donc, puisque c'est comme ça, j'ai perdu la partie au niveau hexagonal, je vais faire mes usines en Slovaquie, en automobile, et mes textiles, bien sûr, là où il y a eu 1000 morts brûlés, n'est-ce pas, au Bangladesh. Et voilà, donc il est étrange de voir que un certain discours de l'économie écologique, de la décroissance et celui du patronat va dans le même sens. C'est-à-dire Tintin pour ceux qui voudraient bien consommer plus, qui sont quand même la majorité.